Et si le vrai secret chinois pour devenir riche n'avait rien à voir avec gagner plus vite? Le paradoxe, c'est que les familles qui construisent vraiment de la richesse vivent souvent plus sobrement que celles qui affichent le plus. Elles ne consomment pas leur progrès. Elles l'encaissent, et c'est là que tout commence, ou que tout se perd. On nous a vendu une idée fausse. La richesse se voit. La voiture, les vacances, l'appartement, les signes extérieurs. Mais la vraie richesse est souvent invisible. Elle est dans une marge, dans une épargne automatique, dans une habitude répétée pendant 20 ans, dans un système familial qui survit aux émotions d'une seule génération. Ce que certaines familles comprennent et que beaucoup d'autres ignorent, c'est simple. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Aujourd'hui, on va parler de ça. Pas d'un miracle, pas d'une astuce, pas d'un coup de chance. On va parler d'un modèle mental et familial qui transforme un revenu en capital, puis un capital en liberté, puis cette liberté en transmission. Tu vas voir pourquoi certaines familles montent lentement mais sûrement, pendant que d'autres repartent de zéro à chaque génération. Et surtout, tu vas comprendre comment appliquer cette logique dès maintenant, même si tu pars de très loin. Parce que la vraie richesse est souvent un comportement avant d'être un montant sur un compte bancaire. Et c'est précisément pour cette raison que cette stratégie fonctionne si bien. Alors regarde bien la partie 1, parce que le paradoxe est plus dérangeant qu'il n'y paraît. Je vais commencer par quelque chose qui dérange beaucoup de monde. Les familles vraiment riches ne vivent pas toujours comme des gens riches. Elles vivent parfois dans des maisons simples. Elles changent peu de choses. Elles évitent les dépenses d'apparat. Elles n'ont pas besoin de montrer parce qu'elles n'ont rien à prouver. Et ça, pour beaucoup de gens, c'est incompréhensible. On s'attend à ce que la richesse ressemble au luxe. En réalité, la richesse durable ressemble souvent à la retenue. Pourquoi? Parce qu'une famille qui pense en génération ne regarde pas seulement le mois en cours. Elle regarde le coût d'opportunité de chaque décision. Elle se demande, ce billet de 300 euros, cette voiture plus chère, ce voyage pris par validation sociale, ce canapé payé à crédit, qu'est-ce que ça détruit dans 10 ans? Quelle marge de manœuvre ça enlève? Quelle habitude ça installe? C'est là que tout bascule. Parce qu'une seule génération peut consommer un progrès entier. Elle peut gagner plus, puis dépenser plus, puis s'habituer à ce nouveau niveau de vie, puis ne jamais redescendre. C'est l'inflation du mode de vie. Tu avances, mais ton train de vie avance plus vite que toi. Résultat, tu travailles plus sans construire plus. Tu remplis ta vie d'objets, mais tu vides ton futur de marge. Je connais un jeune couple de cadres qui a vécu exactement ça. Au début, ils avaient des revenus corrects, mais modestes. Puis promotion. Puis meilleur salaire. Puis nouveau quartier. Puis abonnement premium partout. Puis voiture plus récente. Puis restaurant plus cher. Parce que on le mérite. En 3 ans, leur niveau de vie avait explosé. Leur patrimoine, lui, avait à peine bougé. Sur le papier, ils avaient réussi. Dans les faits, ils étaient plus dépendants que jamais de leur salaire. Et c'est là qu'on touche au cœur du sujet. La richesse visible impressionne. La richesse invisible protège. La première nourrit l'ego, la seconde nourrit la liberté. Le vrai secret n'est pas magique, il est structurel. Les familles qui durent mettent en place des règles qui résistent à l'émotion. Elles ne demandent pas à chaque membre d'être brillant tous les jours. Elles construisent un système assez simple pour que la discipline survive à la fatigue, à l'envie, au regard des autres. Épargne automatique, frugalité choisie, décision lente, capital réinvesti. Et surtout, transmission du comportement avant transmission de l'argent. Parce que transmettre un compte bancaire, sans transmettre la manière de le protéger, c'est quasiment transmettre un cadeau avec une date d'expiration. L'argent sans la discipline revient souvent à zéro. La vraie richesse, elle, se reproduit par les habitudes, par les réflexes, par la culture familiale, par la capacité à ne pas consommer chaque hausse de revenus. Regarde autour de toi. Combien de gens veulent réussir alors qu'ils veulent surtout être vus? Combien de gens achètent une image de sécurité au lieu de construire de la sécurité réelle? L'extérieur dit ⁇ J'ai réussi ⁇ L'intérieur dit ⁇ Si je perds mon revenu pendant 3 mois, je tremble ⁇ Et c'est là que la phrase prend tout son sens. Le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, c'est de ne pas dépendre. C'est de pouvoir attendre. C'est de pouvoir dire non. C'est d'avoir du temps devant soi parce qu'on a gardé du capital derrière soi. Et honnêtement, c'est beaucoup plus accessible qu'on ne le croit. Mais il faut arrêter de penser comme un consommateur de revenus et commencer à penser comme un constructeur de marge. Tu vas voir maintenant le mécanisme exact. Petite pause. Si cette vidéo t'aide à voir l'argent autrement, abonne-toi maintenant pour aller plus loin ensemble. Parce qu'ici,
On ne parle pas seulement de gagner plus, on parle de garder plus, de construire plus, de transmettre mieux. Le mécanisme caché est presque banal. C'est justement pour ça que tout le monde le sous-estime. Première règle, l'épargne n'est pas un reste, c'est une priorité. La plupart des gens font l'inverse. Ils gagnent, ils paient, ils consomment, puis ils espèrent qu'il restera quelque chose. Il ne reste presque jamais rien. Une famille qui pense à long terme fait l'inverse. Elle retire d'abord une part du revenu, automatiquement, avant que l'émotion du mois ne l'absorbe. Pas parce qu'elle a peur de vivre, parce qu'elle refuse de vivre sans marge. L'épargne automatique n'est pas seulement une technique, c'est un garde-fou psychologique. Elle empêche ton revenu de disparaître dans les petites décisions invisibles. Les commandes impulsives, les repas faciles, les gadgets, les upgrades inutiles, les dépenses de confort qui deviennent des habitudes. Tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu as besoin d'être organisé. Deuxième règle, la frugalité choisie n'est pas de la privation, c'est de l'intelligence. Il y a une différence immense entre subir le manque et choisir la sobriété. La première te frustre, la seconde te renforce. Une famille qui veut durer apprend à distinguer ce qui améliore vraiment la vie de ce qui la remplit seulement de bruit. Un logement légèrement moins spectaculaire, mais plus stable. Une voiture gardée plus longtemps. Des achats rares mais utiles. Des vacances moins impressionnantes, mais moins destructrices. Ce n'est pas vivre petit, c'est vivre sous ses moyens pour agrandir son futur. Et là, il faut casser une illusion occidentale très puissante. Beaucoup de gens croient qu'ils progressent quand ils consomment mieux. En réalité, ils progressent parfois seulement dans la décoration de leur dépendance. Tu peux avoir un meilleur téléphone, un meilleur canapé, une meilleure table, un meilleur dressing et une pire situation patrimoniale. Tu peux te sentir plus moderne tout en devenant plus fragile. C'est brutal, mais c'est vrai. La consommation donne une sensation de montée. Le capital donne une montée réelle. Troisième règle, la transmission doit viser le comportement, pas seulement le montant. C'est ici que tout devient générationnel. Parce que l'argent ne survit pas tout seul. Il faut un cadre, il faut une culture, il faut une mémoire. Les familles qui tiennent dans le temps apprennent aux enfants une chose simple. Un euro gardé vaut souvent plus qu'un euro exposé. Je vais te donner un exemple très concret. Imagine deux familles. Dans la première, le revenu augmente. On augmente aussi les dépenses. Chaque amélioration de salaire devient une excuse pour acheter plus grand, plus cher, plus visible. Les enfants grandissent dans l'idée que la hausse des revenus doit immédiatement se traduire en niveau de vie. Résultat, à la génération suivante, on recommence quasiment à zéro, avec parfois plus de pression encore. Dans la deuxième, chaque hausse est encodée. Une partie va en épargne automatique, une partie va en investissement régulier, une partie va en sécurité. Les enfants voient que l'argent n'est pas un outil pour impressionner, mais un outil pour construire. Ils apprennent qu'un ETF, un compte de réserve, un actif simple, ce n'est pas abstrait. C'est une brique de liberté. Petit à petit, le capital grossit. Petit à petit, la marge de manœuvre grandit. Petit à petit, le stress baisse. Et là, on comprend quelque chose de fondamental. La richesse ne commence pas au moment où tu as beaucoup. Elle commence au moment où tu cesses de tout consommer. Ce point est capital, vraiment. Parce que c'est là que la majorité se trompe de combat. Ils cherchent le bon salaire, le bon statut, le bon environnement, alors que le premier vrai levier est souvent comportemental. Ce n'est pas ce que tu gagnes qui te rend riche, c'est ce que tu gardes. Ce n'est pas ce que tu montres qui te sécurise, c'est ce que tu accumules sans bruit. Et ce comportement, tu peux le bâtir sans attendre d'être prêt. Voici les 3 règles concrètes à appliquer dès maintenant. Règle 1. Automatise la première décision du mois. Le jour où l'argent arrive, une partie part immédiatement vers ton épargne ou ton investissement. Pas après les dépenses, pas quand il reste, tout de suite. Même si c'est modeste, même si c'est 5%, puis 8%, puis 10%. L'important n'est pas le chiffre héroïque. L'important, c'est le rythme. Le temps composé aime la régularité, pas l'ego. Règle 2. Gèle un niveau de vie. Quand ton revenu monte, ne laisse pas tes dépenses courir derrière. Décide à l'avance qu'une partie de la hausse n'existe pas pour ton train de vie. C'est une règle simple, mais elle change tout. Tu empêches l'inflation du mode de vie de manger ton avenir. Tu transformes une hausse de salaire en puissance silencieuse. Règle 3. Crée une culture de discussion autour de l'argent. Si tu vis seul, parle-toi comme quelqu'un qui construit. Si tu vis en couple, aligne les règles. Si tu as des enfants, même petits, apprends-leur qu'on ne dépense pas tout ce qu'on gagne, qu'on choisit,
qu'on attend, qu'on compare, qu'on priorise. Une famille riche sur plusieurs générations n'est pas une famille qui a juste plus d'argent. C'est une famille qui a une logique plus forte que l'impulsion. Tu vois maintenant pourquoi certaines familles semblent toujours avoir un temps d'avance? Elles ne cherchent pas seulement à s'enrichir, elles cherchent à rendre leur richesse difficile à détruire. Et ça, c'est autre chose. C'est plus discret, plus lent, plus solide et infiniment plus puissant. Au fond, tout se résume à une question très simple. Veux-tu une richesse visible ou une liberté durable? La richesse visible applaudit aujourd'hui. La liberté durable protège demain. L'une nourrit le regard des autres. L'autre nourrit ton optionnalité. Le vrai secret, ce n'est pas de courir plus vite. C'est de construire un système qui survit à tes humeurs, à tes envies, à tes coups de fatigue. C'est de faire en sorte que ton argent ne soit pas seulement gagné, mais gardé. Pas seulement gardé, mais transmis. Pas seulement transmis, mais protégé par une culture. La patience rémunère mieux que l'impulsivité. L'argent récompense la discipline, la constance, la patience bien plus qu'il ne récompense l'impulsion ou l'apparence. Et c'est précisément pour cette raison que cette stratégie fonctionne si bien. Alors retiens ça, le vrai luxe n'est pas ce que l'on montre. Le vrai luxe, c'est le calme, la marge, le temps. C'est la capacité à ne pas repartir de zéro. C'est la possibilité de construire quelque chose qui te survivra un peu. Si tu choisis la liberté, abonne-toi. Ici, on construit une richesse réelle, discrète, intelligente et surtout durable dans le temps.